En 1895, Percival Lowell, astronome amateur américain, se fait construire un observatoire dans la ville de Flagstaff, en Arizona. Il y fait une série d'observations de la planète Mars et y constate la présence de canaux. Il en déduit que fut un temps, il y eut de la vie sur Mars et que les habitants de la planète rouge auraient lutté contre la désertification de leur planète en tentant d'irriguer l'eau. Depuis, avec les avancées technologiques faites en astronomie, la théorie des canaux martiens fut réfutée. Cependant, cette affaire eut à son époque un impact conséquent sur les mentalités. On commença de plus en plus à envisager sérieusement, de façon scientifique, la vie ailleurs que sur Terre. Et c'est sur cette idée, à l'époque révolutionnaire, qu'un jeune auteur nommé H.G. Wells écrivit un roman, lequel impactera à son tour l'imaginaire collectif. Steven Spielberg. Steven Spielberg est l'un des réalisateurs américains les plus connus et reconnus au monde, avec autant de films popcorn que sérieux, autant féeriques que sombres. Son talent n'a jamais faibli. Et si je vous parle de Tonton Steven, c'est parce que son film La Guerre des Mondes a une bien mauvaise réputation. Parlons-en de ce chef-d'œuvre, qui, en plus d'être un de mes films préférés, est à mon sens l'un des meilleurs Spielberg. Au début des années 2000, Spielberg s'est trouvé un acteur fétiche en la personne de Tom Cruise. Les deux hommes se kiffent et se retrouvent ensemble à l'affiche du film Minority Report, film basé sur la nouvelle éponyme de Philip K. Dick, dont un jour je parlerai, promis. Et c'est dans cet état d'esprit et cette lancée que l'œuvre de Wells va se présenter aux deux hommes comme le parfait matériau de base avec lequel réaliser leur prochain film. Et si vous ne voyez pas qui est H.G. Wells, je vous invite à regarder la première vidéo sur le sujet consacrée à la machine à explorer le temps. Allez la regarder, hein. J'y ai mis du cœur. Les deux hommes quittent temporairement leur tournage respectif du moment pour se consacrer à leur nouveau projet, La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Un livre sorti en 1898 racontant le parcours d'un homme qui traverse le Royaume-Uni alors que le pays subit une invasion de Martiens se déplaçant dans de gigantesques machines tombées du ciel. Ouh, suspense. Alors vous allez me dire c'est vu et revu, mais comme pour la machine à explorer le temps, c'est le premier livre à avoir abordé la thématique, à une époque où même le terme science-fiction n'existait pas. Le film d'invasion extraterrestre étant déjà en 2005 devenu un nid à clichés ringards, Spielberg déclare ne pas vouloir se reposer sur des codes et des idées trop prévisibles. Il ne veut pas d'un film d'invasion extraterrestre cliché, d'autant plus qu'il a déjà lui-même traité des aliens 2 fois par le passé. Il veut donc prendre le contre-pied de tout ce qui a été fait avant lui, y compris par lui. Il dresse avec ses scénaristes une liste de tous les clichés de films d'invasion alien, dans le but de ne surtout pas les reproduire. Que ce soit la destruction de monuments iconiques, les pérégrinations du président des États-Unis, les discussions entre scientifiques et militaires débattant de stratégies autour de cartes, etc., etc. Et enfin, ayant déjà fait 2 films avec des extraterrestres gentils, il a cette fois-ci envie d'aller à l'opposé de l'idée et d'en faire des monstres dignes des meilleurs films d'horreur. Ok, donc je résume, Spielberg a voulu faire un film qui casse les clichés du film d'invasion extraterrestre construit tout au long du siècle dernier, depuis l'avènement du premier livre à avoir abordé la thématique, tout en se voulant fidèle à ce même livre d'origine, tout en faisant un film d'horreur novateur. Fallait de la burne. Et je respecte la burne. Le film sera produit en très peu de temps. Spielberg récupère son équipe du film Munich et le tournage sera bouclé en 73 jours. Ce qui l'arrange d'ailleurs, Spielberg a toujours préféré les tournages plus courts. Mais là c'est un peu déconné. La première bande-annonce du film fut diffusée avant même que le tournage ne fût terminé. Autrement dit, ce fut une véritable course contre la montre. Attention, le film sort dans 3, 2, Mais attendez, j'ai pas fini!
Parlons du film avant de parler un peu plus en profondeur du lien qu'il entretient avec le livre qu'il adapte. Petit avertissement. Le film en question contient des scènes violentes, Spielberg ayant eu pour ambition de faire un film d'horreur SF, pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes d'entre vous. Nous vous conseillons donc de les envoyer chez mamie manger des gâteaux le temps de regarder la vidéo. Le film s'ouvre sur un monologue reprenant l'intro du livre à un détail près. Personne n'aurait cru, dans les premières années du XXIe siècle, que notre monde était observé par des intelligences supérieures à la nôtre. Le XXe siècle a été remplacé par le XXIe siècle. Étrange, mais comme vous allez le voir cette fois-ci, ce choix n'a pas été fait par-dessus la jambe, contrairement à la machine à explorer le temps. Mais nous en reparlerons plus tard, restez jusqu'au bout. L'histoire est celle de Ray, humble père de famille divorcé et irresponsable, vivant dans la banlieue de New York et interprété par Tom Cruise. Tu sais quel est ton problème, toi? Ça, je connais 2 ou 3 filles qui pourraient t'en parler. Je suis un beau gosse. Il se voit confier ses enfants puisqu'étant en situation de garde alternée. Il a 2 enfants, Robbie, l'ado rebelle qui fait la gueule parce qu'il est trop dark, je sais pas, et Rachel qui oulalalala. Ouh, toi tu vas prendre cher. Non, sans déconner Rachel, tu es une petite fille colorée dans un film de Spielberg, fuis. Bonjour papa. Bonjour Rachel. Les 2 enfants de Ray sont tous 2 interprétés par de très bons jeunes acteurs. Dakota Fanning, qui à l'époque n'avait que 11 ans et qui a pourtant impressionné tout le monde sur le tournage par son talent d'actrice, et Justin Chatwin, connu surtout pour son rôle dans Non pitié, ce film n'existe pas. Ah non, je peux rien pour toi mec, même si tu as joué dans Doctor Who. Et ça c'est cool. Non, ça c'est cool. Allez, t'es racheté. Les 2 jeunes acteurs sont parfaits dans leur rôle, ce qui est attendu d'un casting d'un film de Spielberg où les enfants ont toujours bien joué. Et oui, la mère quant à elle est interprétée par Miranda Otto. I am no man. La classe. La mère et le nouveau mari se barrent à Boston, laissant Ray seul avec Rachel et Robbie. Après quelque temps passé dans la maison de Ray, Y'a un connard. on découvre qu'il a de sérieuses difficultés relationnelles avec ses enfants. Demande-leur d'arrêter. Ce qui, à nouveau, est attendu d'un film de Spielberg où les histoires de famille compliquées traitant de la parentalité sont toujours au centre de ses œuvres. Alors, pourquoi je vous parle de tous ces détails? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le livre. Dans le film, Ray et sa famille ont été créés de toutes pièces. Dans le livre, le narrateur n'a pas de nom, et n'a pour seule fonction que d'exposer au lecteur l'histoire qu'il vit. Et de façon plus générale, dans le livre, les personnages sont d'un creux, ils sont vides. Ils ne servent que d'avatar pour le spectateur, pour que ce dernier puisse plus facilement se projeter dans l'histoire du livre. Livre qui place donc l'histoire avant les personnages. Ce qui n'est pas un mal, puisque dans le livre, cette absence de développement de personnages a pour conséquence de rendre insignifiants les humains dans cette histoire qui les dépasse. Puisque le livre parle de l'extermination de la race humaine, ce manque de personnages développés participe à la déshumanisation des humains du livre. Mais, autant c'est pertinent dans un livre où l'histoire nous est racontée par la narration écrite, autant un film se lit au travers de l'action qui nous y est présentée visuellement. Donc le choix de créer de nouveaux personnages et de les développer est certes une semi-trahison du livre, mais une trahison que je trouve quasi nécessaire, puisqu'on va vivre cette invasion extraterrestre en adéquation avec la mise en scène de Spielberg, à échelle humaine. Et si on veut filmer à échelle humaine, il faut écrire des personnages humains développés pour lesquels on pourra ressentir de l'empathie. Autrement dit, Spielberg et ses scénaristes ont remis l'humain au centre du récit, ce qui va s'avérer beaucoup plus percutant et impactant lorsqu'on va parler d'invasion extraterrestre. Invasion dont on ressent déjà inconsciemment l'arrivée, lorsque Spielberg filme toutes les scènes dont on vient de parler, encadrant d'immenses structures en métal qu'il filme de façon menaçante. Cette mise en scène intelligente te fait comprendre que le danger arrive, s'il n'est pas déjà là. En effet, des orages électromagnétiques ont lieu un peu partout sur Terre, et ces orages ont la particularité de faire griller l'électricité de tous les appareils électriques à la ronde. Ce qui semble être de la foudre frappe le sol d'où va surgir un monstre de métal sur 3 pieds, un tripode, qui tel un bond d'Alec, va se mettre à exterminer tout ce qui bouge. Le phénomène a lieu un peu partout sur Terre, les tripodes émergent, et c'est l'invasion.
Cette scène peut sembler étrange au premier abord. D'abord concernant la mise en scène. Spielberg a voulu nous montrer l'action en restant à échelle humaine, ce qui est une très bonne idée. Mais du coup, ce plan, montrant le tripode en vue aérienne, casse complètement la mise en scène recherchée. C'est l'un, si pas le seul mauvais plan du film, selon moi. Et vu que je compte dire beaucoup de bien du film, voici un point négatif selon moi, comme ça je suis de bonne foi. Si. Ensuite, la scène elle-même, ce qui est raconté. Dans la liste des clichés de films d'invasion extraterrestre à ne pas reproduire établis par Spielberg et ses scénaristes, il y avait le fait que les aliens venaient toujours du ciel. Spielberg s'est donc dit, pourquoi ne viendraient-ils pas d'en dessous ? Les éclairs étant donc des pilotes martiens s'introduisant sous terre, au travers des éclairs, pour diriger les tripodes enfuis sous terre depuis des millions d'années. Commençons par ce qui pose problème. Ces milliers de machines sont là depuis des millions d'années, un peu partout sur Terre, et personne n'est tombé dessus. Je veux dire, merde, ils sont dans l'une des plus grandes métropoles au monde, et il n'y a pas un train, ni métro, ni canalisation qui soit passé au travers. C'est quoi le métro? Y a pas de métro ici. C'est peut-être un train. Ça peut pas être une canalisation. Mais non, y a rien qui passe là. Mais quel coup de bol! Ils sont des milliers à sortir du sol, et en plusieurs millions d'années, il n'y a pas un pecno qui est creusé pour en trouver par hasard ne serait-ce qu'un? C'est un peu couillon. Je pourrais dire que ce qui me dérange, c'est le fait que ce ne soit pas fidèle au livre, et c'est à moitié vrai. Dans le bouquin, les aliens sortent de gros cylindres tombés du ciel. Et Spielberg a gardé la moitié de l'idée. Il a gardé l'idée de gros cylindres qui se dévissent, mais il n'a pas gardé le tombé du ciel. Préférant donc faire un pied de nez au cliché. Sauf que ce cliché, il a du sens. Si les extraterrestres existaient, ils viendraient d'ailleurs que sur Terre. Ah, ouais. C'était encore plus con à dire qu'à écouter. Et comme je l'ai dit, cette histoire de tripode coincé sous terre sans que personne ne soit jamais tombé dessus est assez invraisemblable. Mais en réalité, on oublie très vite ce rare défaut pour profiter de simplement l'une des meilleures scènes du film. Pourquoi j'adore quand même cette scène ? La réponse tient en deux éléments, la mise en scène et le tripode lui-même. Cette scène est brillamment filmée. Spielberg joue sur la montée progressive de la tension, révélant peu à peu la forme du monstre de métal qui sort du sol, un tripode qui a une classe incroyable grâce aux animateurs de ILM. Et d'ailleurs, concernant les tripodes, Spielberg a balancé à son équipe artistique, je cite, « Je veux des monstres de 45 mètres de haut sur 3 pieds qui bougent comme des ballerines. Démerdez-vous !» Et nom de Dieu, ils se sont démerdés. Ils ont parfaitement réussi le pari de faire des tripodes du livre de véritables créatures terrifiantes en s'inspirant des rainettes aux yeux rouges. Je vous jure que c'est vrai. Et le petit miracle de ce design, c'est qu'il est à la fois fidèle au bouquin, tout en ayant un style moderne, qui n'a d'ailleurs pas pris une ride aujourd'hui. Ray échappe in extremis au massacre parce qu'il est Tom Cruise, et rentre chez lui dans une scène angoissante, où il retire les cendres des humains grillés de son visage. Avant de demander à ses enfants de prendre le strict nécessaire dans une scène très réaliste, où ils finissent par trouver la dernière voiture marchant encore, avant de s'enfuir de New York. Et partant de là, le film dévoile une de ses meilleures qualités, le réalisme. Cela se joue à quelques détails, la caméra épaule, le fait que tout soit filmé à hauteur d'humain, pour nous faire systématiquement adopter le point de vue des personnages qui subissent la situation. La colorimétrie aussi, très désaturée, grise, âpre, avec que très peu de couleurs si ce n'est le rouge sang, évoquant la destruction qu'amèneront les tripodes. Mais surtout, cela se passe au niveau de l'écriture des situations. Ce n'est pas cartoonesque, ce n'est pas atténué, c'est raconté vraiment comme si tout cela pouvait arriver dans la vraie vie, ce qui nous rapproche des personnages. C'est, si j'ose dire, le film d'invasion extraterrestre le plus terre-à-terre qui soit. Les mots martiens, aliens et extraterrestres ne seront jamais prononcés, ne serait-ce qu'une seule fois, par peur du kitsch. Retirez les extraterrestres de tout ça et vous aurez un film réaliste, documentaire, sur une famille devant fuir le foyer, car la guerre survient. Et d'ailleurs... C'est des terroristes! Nous y reviendrons. Ray va partir en road trip à travers les États-Unis pour arriver à ramener ses enfants à leur mère qu'ils réclament. Au fil du voyage, alors que toute la planète va se retrouver touchée par l'invasion martienne, le père va essayer de protéger ses enfants des aliens, et même et surtout des humains. Et en vrai, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que contrairement à la machine à explorer le temps, au plus j'avance,
au plus c'est excellent. Se moquer d'un mauvais film, bon, c'est rigolo et c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Mais bon, c'est pas très malin. T'es une merde! Mais se moquer d'un bon film... Hey. T'es quand même une merde! Bah c'est encore plus con. J'invite donc toutes celles et ceux qui voudraient découvrir ce chef-d'œuvre à aller voir le film. Ce film est considéré par beaucoup comme le pire Spielberg. Et ce, même si le film a été un assez bon succès public, critique et financier. Mais ce qui n'a pas aidé à la réputation du film, entre autres, c'est le comportement de Tom Cruise. En effet, alors que l'acteur était censé faire la promotion du film sur les plateaux télévision, il préféra plutôt que de parler du film, parler de la scientologie. Une religion de dingue à laquelle croit la moitié d'Hollywood. Et c'est notamment suite à ce qu'il s'est passé dans l'émission de Oprah, où Tom Cruise a pété... Quoi? Un câble. Ah d'accord. Suite à cela, Spielberg décida qu'il ne tournerait plus jamais avec Tom Cruise. Comme je le disais, ça n'aide pas à la réputation du film de savoir qu'il est la cause du divorce entre Tom Cruise et Steven Spielberg. D'ailleurs, en parlant du réalisateur, certains disent que Spielberg a perdu de sa superbe, et que sa réalisation est bancale, tout juste bonne à filmer des explosions. Non. Juste non. Regardez-moi ces plans séquences de malade. Regardez-moi ces plans, putain, ce plan! Je crois que je vais l'utiliser en vignette. Certaines mises en scène sont simplement dignes de ces meilleures scènes de tension de Raptor dans Jurassic Park. Il y a une vraie pensée de l'architecture du décor, de sa façon de bouger la caméra, de la création d'une tension. Et rien de ce qu'il fait au niveau de sa mise en scène n'est gratuit. Exemple, ce plan de la caméra qui dit que ce film, pour Spielberg autant que pour les Américains, sert de catharsis. Pour rappel, une catharsis, c'est un moyen de se soulager d'un traumatisme en le mettant en scène, ou en le voyant au travers d'une mise en scène. Exemple de catharsis, tu as été traumatisé quand tu étais petit par un clown, donc tu vas regarder maintenant un film sur les clowns pour te soulager de ce traumatisme que tu as sur les clowns. En d'autres termes, une catharsis, c'est une façon de se soulager d'un traumatisme au travers d'une œuvre d'art. Le traumatisme dans ce cas-ci étant le 11 septembre 2001. Oh la transition! Les détracteurs du film prétendent que Spielberg n'a filmé qu'une suite d'explosions gratuites. Or, les explosions sont non seulement une partie assez mineure du film, centrée avant tout sur les personnages, mais en plus et surtout, aucune de ces explosions n'est gratuite, car elles font toute référence au 11 septembre 2001. Mais c'est bon! C'était terroriste! C'est pour ça que le fait qu'on soit à New York n'est pas gratuit, contrairement à La Machine à explorer le temps de 2002. Le choix de faire se dérouler l'histoire au début des années 2000 à New York est une façon pour Spielberg de nous évoquer et de nous parler de la destruction des Twin Towers et du 11 septembre 2001. Je précise 2001 parce qu'il existe un autre 11 septembre, qui eut lieu en 1973 au Chili, un coup d'état mené par le général fasciste Pinochet, soutenu par les gouvernements occidentaux, notamment Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État des USA, qui s'est énormément investi pour renverser le président démocratiquement élu chilien, Salvador Allende. Même si aujourd'hui Kissinger est surtout connu pour être accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, notamment au Vietnam. Plus tard, Kissinger reçut le prix Nobel de la paix. Oui, désolé pour l'aparté, mais je suis chilien, donc le sujet me tenait à cœur. Où en étais-je? Ah oui, le 11 septembre 2001. Préparez vos antidépresseurs. La thématique du 11 septembre 2001 est partout dans ce film. Parfois de façon évidente, comme ici, où l'équipe du film a acheté un véritable Boeing 747 pour le décarcasser et en faire un vrai décor marquant, évoquant directement la destruction des tours jumelles. Mais parfois la thématique est abordée de façon plus subtile, comme dans cette scène de prime abord simple et banale, où on voit juste des figurants parler entre eux. Cette scène évoque la perte de repères de la médiatisation du terrorisme, les rumeurs qui se propagent, ce qui se dit, ce que les gens piégés dans la paranoïa pensent savoir, tout en ne sachant rien réellement. Nous avons eu pire à ce que j'ai entendu dire, les USA principalement. L'Amérique du Sud et l'Asie pour une partie, et il ne se passe rien en Europe. L'Europe a eu pire, ça c'est ce que tout le monde dit. Ou encore le fait que la panique des Américains est tout aussi dangereuse si ce n'est plus que les attaques des étrangers. Je rappelle que le mot alien en anglais signifie étranger.
Difficile de pas y voir un sous-texte. Ici, les Américains avec leurs gros flingues sont tout aussi traumatisants que les aliens qu'ils veulent combattre. Ce que je veux, c'est... Oh, ce putain de flingue! Donc même si c'est un film brossant l'Amérique dans le sens du poil, c'est un film ayant ses nuances sur le manichéisme américain. Et si vous pensez que j'essaie simplement de vous vendre un film faussement profond et juste basique et efficace, laissez-moi vous parler d'un détail tout con. La guerre des mondes du titre, opposant les humains aux martiens, est hors champ. Spielberg ne la montre pas. Le conflit a lieu derrière une colline que la caméra ne franchira jamais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'audace du gars. Il a caché la guerre des mondes dans la guerre des mondes. C'est génial. Tout ça pour se concentrer sur Ray, un père désespéré qui essaie de convaincre son fils de ne pas partir à la guerre de l'autre côté de la colline dont personne ne revient. Je ne te laisserai pas faire ça! Déteste-moi! Déteste-moi! Et moi je t'aime! Je ne vais pas te laisser faire ça! À la façon d'un tombeau des Lucioles, ce qui compte ici, ce n'est pas la guerre, mais les conséquences de la guerre au sein d'une famille dont les membres s'aiment en même temps qu'ils souffrent. Reste pour Rachel, reste pour ta sœur. Je t'en prie, laisse-moi y aller. Les tripodes arrivent de notre côté de la colline, signifiant sans nous le montrer platement qu'on perd la guerre qu'on ne nous a pas montrée. Une mise en scène intelligente, efficace et loin d'être hors de propos. Et pour ce qui est de l'ambition de Spielberg de faire un film d'horreur, autant le dire, c'est réussi également. Dans ce film se trouve l'une des scènes qui m'est le plus traumatisé de ma vie, parce que très simple, très évocatrice des angoisses de Spielberg, renforcée par une musique juste géniale de l'invincible John Williams. Je t'avais dit de rester à portée de vue! Ce film arrive à mixer les genres de la science-fiction, des films de guerre, de survival, de fin du monde et d'horreur, tout en prenant le temps d'avoir un sous-texte politique. J'invite donc toutes celles et ceux qui voudraient découvrir ce chef-d'œuvre à aller voir le film. Mais j'en ai pas encore fini, car si cette émission s'appelle 2 pages en images, c'est bien pour une raison. L'idée de ce livre vint à H.G. Wells à la suite d'une conversation avec son frère à propos du génocide aborigène commis en Tasmanie par l'armée britannique. En effet, à l'époque, l'empire colonial britannique est au sommet de sa puissance. Malheureusement, les guerres font des milliers de morts, et ce, au nom de la suprématie de l'empire britannique. Dans une précédente vidéo, je vous ai dit que Wells était un socialiste, engagé politiquement, notamment au travers de ses livres, qui, pourtant n'ayant l'air de rien, véhiculaient différents messages politiques. Et ici, ça ne manque pas. Là où la machine à explorer le temps était une réflexion sur la lutte des classes, ici, la guerre des mondes est une réflexion sur l'impérialisme britannique et le colonialisme. Suite à la conversation qu'il a eue avec son frère, Wells s'est posé la question « Et si, pour une fois, c'était les Britanniques qui se voyaient colonisés et exterminés par une race qui se prétendrait supérieure à eux ?» Avec les récentes découvertes de vestiges de cours d'eau sur Mars que je présentais en début de vidéo, l'idée vint à Wells de faire des Martiens cette nouvelle force d'invasion technologiquement avancée sur les Britanniques. Et c'est en ça que le bouquin est génial. Il remet en question la légitimité de l'Empire britannique. Et à l'époque, fallait le faire. C'était extrêmement subversif de remettre en question la suprématie britannique. À cette époque, on parlait vraiment de race supérieure. On commettait des crimes de guerre, des génocides, une violence à l'encontre des peuples colonisés. H.G. Wells balance une bombe en reléguant les Britanniques et les Européens colonisateurs au sens large au rang d'insectes se dépêtrant de l'apocalypse. Et je me vois forcé de révéler la fin du livre et du film pour continuer mon analyse. Donc, dernière chance de foutre le camp avant de vous faire spoiler. 3, 2, 1... À la fin, l'armée aura été inefficace, les Martiens tombant d'eux-mêmes, contaminés et tués par les microbes terriens auxquels ils n'étaient pas immunisés. Beaucoup de gens ont comparé cette fin à un Deus ex machina, une expression désignant un procédé narratif qui consiste à résoudre de façon complètement inattendue une situation pourtant désespérée. C'est le T-Rex à la fin de Jurassic Park, c'est l'épée de Gryffondor dans la Chambre des Secrets. Un procédé narratif très critiqué car comparable à de la paresse scénaristique. On pourrait dire, et encore, qu'on a affaire à un simple Deus Ex Machina si on ne regarde que le film. Mais tout prend sens quand on regarde le sous-texte anticolonialiste du livre. Les envahisseurs européens n'amenaient pas seulement la civilisation aux pays qu'ils colonisaient.
et par civilisation j'entends le vol des matières premières et asservissement brutal de la population. Ils amenaient également les maladies européennes qui créèrent de véritables épidémies, ravageant les colonies, notamment en Amérique latine. On critique beaucoup la fin du livre comme étant un simple Deus Ex Machina. Sauf que non, cette fin n'a pas été faite par-dessus la jambe. Le fait que Wells décide de faire mourir les envahisseurs de son livre des maladies se trouvant sur la terre qu'ils ont voulu occuper est un retournement idéologiquement parlant et tout à fait justifié et cohérent pour l'histoire que Wells décide de nous raconter, celle des envahisseurs qui perdent. Cette fin n'est pas un Deus Ex Machina, car elle est porteuse d'un sens profond. Elle est réfléchie et complètement pertinente. Et bien que Spielberg ait conservé cette fin, tout le message sur l'anti-impérialisme est parti. Je trouve ça personnellement dommage. Spielberg joue justement la carte de l'américanisme, les soldats dans le film étant de vrais soldats. Mais l'exemple le plus flagrant de cet américanisme, c'est ce plan d'une statue d'un héros de l'indépendance américaine sur laquelle l'herbe rouge des extraterrestres se meurt. De façon très littérale, le mal ne peut pas prendre racine en Amérique. Toute la charge anti-impérialiste du film a été retirée pour faire un film qui brosse les Américains dans le sens du poil, et qui les réconforte le 11 septembre 2001. Et la conséquence fâcheuse, c'est que la fin a du coup beaucoup moins de pertinence que dans le livre. Les microbes étaient un commentaire cinglant sur l'impérialisme et la colonisation. Mais puisque toute la charge anticolonialiste a été retirée du film, on se retrouve juste avec des microbes que Dieu, dans son infinie sagesse, je cite le film, a placés sur Terre. Presque en sous-entendant que ça a été fait exprès pour défendre l'Amérique. En même temps, les USA sont eux-mêmes une ancienne colonie britannique. Peut-être que cette réinterprétation n'est du coup peut-être pas complètement à côté de la plaque. En tout cas, il y a matière à débattre. Bien que le film ait conservé la structure narrative globale du livre, je dirais, à cause de ce glissement idéologique dans le message, que le film est une mauvaise adaptation. Ce qui n'en fait pas un mauvais film. Spielberg s'est approprié le livre de Wells en y mettant des thématiques qui lui sont personnelles, le 11 septembre 2001, et aussi beaucoup de références, notamment visuelles, à la Shoah, une thématique qui a sa place ici. C'est pas une guerre, pas plus qu'il y a de guerre entre les hommes et les vers de terre. C'est une extermination. Là où la machine à explorer le temps avait expédié la thématique littéralement au détour d'un couloir. Mais autant le film de Spielberg n'est pas une bonne adaptation, autant ça reste un putain de bon film. Si vous voulez, il existe un autre film, La Guerre des Mondes, sorti exactement la même année, et qui lui se targue d'être l'adaptation la plus fidèle du livre porté sur grand écran. Par contre, c'est une horreur visuelle de tous les instants. Rien ne va, que ce soit les effets spéciaux flingués, les acteurs en carton, ou même les fausses moustaches, parce que c'était visiblement compliqué de trouver un acteur qui accepte de se laisser pousser la moustache sur un film à 25 millions de budget. Donc voilà, je préférerais toujours un bon film peu voire pas fidèle au livre qu'il adapte, plutôt qu'une adaptation fidèle, mais infoutue de proposer quoi que ce soit d'autre, en plus d'être moche. Il existe évidemment d'autres adaptations, comme les séries, et surtout le cultissime Canular de Orson Welles, sur lesquels voici mes avis écrits rapides, pour celles et ceux que ça intéresse. Mais j'en reviendrai toujours à ce film de 2005 qui a su me marquer. Bonne adaptation ou pas. J'en ai fini pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Invitez-moi à boire un verre, dans la mesure où la majorité des abonnés sont soit de la famille, soit des amis. J'ai été retardé dans la sortie de cette vidéo, notamment à cause des études, des examens, des vacances en famille, des aléas de la vie. Mais je suis content de l'avoir sortie, c'était un gros challenge. La prochaine vidéo sera plus soft. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.